Monsieur le Préfet, merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci, tout comme vous, François-Xavier Pestel, directeur académique des services de l'éducation nationale, parce qu'évidemment, beaucoup de questions touchent le retour des enfants à l'école et la reprise des écoles, des collèges, des lycées. Qui sait, vous avez accepté un principe dont je vous remercie, celui de ne pas connaître du tout, de ne pas préparer cet entretien. Donc nous allons faire un entretien à brûle-pourpoint avec à la fois les questions données par les auditeurs, les téléspectateurs, mais également les questions qui vont être posées par Odile Faure, qui est avec nous pour la première fois ici en plateau. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. C'est une fidèle de Bonsoir le Béarn, mais d'habitude, au nom de la rédaction de Sud-Ouest, elle intervient en visioconférence. Nicolas Rebière, lui, au nom de la rédaction de Pyrénées Presse, connaît par cœur le chemin de ce plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous, monsieur. Alors, chers amis, je vous le redis, si vous voulez interagir tout le long de l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez vos questions par SMS. Je m'en ferai le porte-voix 06 44 63 07 14 06 44 63 07 14. La première partie de cet entretien sera dans quelques minutes consacrée à tout ce qu'il faut savoir sur les déplacements, les autorisations, ce qu'on pourra faire ou pas faire, Monsieur le Préfet, dans les jours qui viennent. Nous parlerons également tout à l'heure d'autres sujets absolument importants et concernants, puisqu'on parlera de tout ce qui va se passer dans les commerces, dans les entreprises. Nous évoquerons tout ce qui peut ou pas, tout ce qui pourra ou pas avoir lieu également comme manifestation, rassemblement, et avec quel périmètre. On parlera de la reprise économique, évidemment, et puis nous parlerons évidemment de la reprise de l'éducation ou de l'enseignement. Une première question peut-être avant de parler du 11 mai. Quel bilan nous pourrions faire de cette période de confinement? Quel bilan vous faites, vous, à titre personnel, et l'un et l'autre? Et puis, au-delà de ces appréciations personnelles, on va essayer de rentrer dans quelques questions que l'on se pose, évidemment, sur le bilan sanitaire et sur la façon dont ce confinement a été respecté. Monsieur le Préfet. Le premier bilan que je fais, c'est que les habitants des Pyrénées-Atlantiques peuvent être fiers. Ils ont réussi à respecter le confinement, et grâce à cette attitude, nous avons réussi à maîtriser l'épidémie. Puisque sur le plan hospitalier, nous n'avons plus que 5 personnes qui sont hospitalisées en réanimation, dont une venant du Grand Est. Et dans les EHPAD, nous avons aussi réussi à limiter l'épidémie à un tel point que le professeur Salomon, que tout le monde connaît, qui s'exprime tous les soirs, a cherché à comprendre comment est-ce qu'on avait réussi à faire avec des fiches réflexes, avec des dépistages systématiques pour limiter l'épidémie dans les EHPAD. Et nous pouvons aussi être fiers parce que nous avons envoyé des renforts en personnel infirmiers et médicaux dans le Grand Est pour aider. Et nous pouvons enfin aussi être fiers puisque nous avons accueilli, alors que les services de réanimation étaient débordés dans le Grand Est, nous avons accueilli 10 patients du Grand Est, dont 9 sont guéris et sont retournés dans le Grand Est. Il n'en reste plus qu'un seul à Pau. Donc voilà, tout ce que je peux espérer et souhaiter, outre ces félicitations, c'est que je puisse renouveler ces félicitations dans une quinzaine de jours et que nous restions toujours aussi sérieux après le 11 mai. On va en parler dans quelques petites minutes, mais avant, François-Xavier Pestel, vous, votre bilan personnel finalement de cette période tout à fait particulière, sachant qu'on parlera évidemment de des remontées que vous avez eues de la part à la fois des professeurs, des familles également en matière de continuité pédagogique. Mais déjà, vous, à titre personnel. Oui, donc bonsoir à tous. Alors même chose, un bilan à mes yeux plutôt très positif, puisque je voudrais là rendre hommage un petit peu au travail des enseignants qui se sont adaptés vraiment très rapidement et de manière très massive et très volontariste, à la fois pour l'accueil des personnels prioritaires, les soignants, les forces de l'ordre, etc., et à la fois pour la mise en place de la continuité pédagogique. Vous y avez fait allusion, et j'ai coutume de dire, je l'ai dit plusieurs fois, que depuis le début du confinement, j'ai pas reçu un seul courrier de plainte de famille, et je peux vous dire que c'est pas toujours le cas. Donc c'est quand même très significatif du travail qui a été fait, donc je les remercie. Je les remercie chaleureusement. Voilà, une nouvelle étape s'annonce et on va en parler. On va en parler longuement. Odile Faure. Monsieur le Préfet, nous avons toujours eu des chiffres départementaux sur les hospitalisations, les réanimations, y compris sur les décès en EHPAD. Est-ce qu'il y avait des différences entre, vous connaissez la bicéphalité de notre département, est-ce qu'il y a eu des différences notables entre le Béarn et le Pays Basque ? Non, c'est d'ailleurs pas une surprise, mais le hasard a fait que
au fur et à mesure de l'épidémie, nous avions exactement le même nombre de personnes hospitalisées à 1 ou 2 unités près, au centre hospitalier de Bayonne et au centre hospitalier de Pau. Et s'agissant des décès, qui, je le rappelle, sont plutôt des personnes qui ne sont pas passées en réanimation, mais qui avaient d'autres facteurs de comorbidité, il y a un centre hospitalier qui a dû en avoir 12 et l'autre 11. Donc vous voyez même en termes de décès. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bonsoir le Béarn, donc je félicite nos téléspectateurs, mais je félicite aussi le Pays Basque. Nicolas Robière. Sur le bilan sanitaire, vous avez fait le point sur les hospitalisations en termes de nouvelles contaminations. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? On nous a dit qu'une vague allait passer. On s'est rendu compte qu'en fait la vague était moins importante, sans doute grâce au confinement d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que désormais les contaminations sont stoppées ou il y en a toujours? Stoppé totalement, je ne saurais l'affirmer, mais au cours des 3-4 derniers jours, nous n'avons qu'un seul nouveau cas détecté, testé sur le département. Et les 500 derniers tests que nous avons réalisés dans les EHPAD n'ont détecté qu'une personne infectée et un soignant. Donc voilà, le virus ne circule plus beaucoup, mais personne n'est immunisé du coup, donc il faut d'autant plus être prudent. Oui, juste par rapport aux tests, puisqu'on en parle, je crois que les spectateurs se posent réellement la question, est-ce que je peux bénéficier d'un test? Comment ça se passe? Est-ce que les choses ont évolué à ce niveau-là, puisqu'on annonce une vague de tests massifs, y compris sur notre territoire? Alors, les personnes qui pourront bénéficier de tests sont les personnes, alors outre les personnels soignants, les gens qui sont dans les EHPAD, etc. Comment ça va se passer à compter de lundi? Quand une personne aura des signes de maladie, il sera testé et il aura le choix, s'il est positif, entre rester dans sa famille, auquel cas il entraîne l'isolement de la famille, de toute la famille, mais il peut aussi souhaiter, parce que dans sa famille il y a des personnes vulnérables ou parce que l'appartement n'est pas assez grand, être isolé dans un hôtel. Donc l'État a la charge de trouver ces hôtels, de trouver l'alimentation, le nettoyage. Et bien évidemment, on sait qu'une personne positive entraîne en moyenne une vingtaine de cas contacts. Donc la Caisse primaire d'assurance maladie va avoir des brigades de recherche, va repérer ces cas contacts. Si vous êtes un cas contact, on va vous appeler et on va vous proposer bien évidemment de vous dépister. Dans l'attente du résultat, vous serez isolé. Et si vous êtes, si vous êtes positif, vous aurez le choix, comme le premier cas, entre votre famille, votre habitation ou un hôtel. Le test, je ne me rends pas directement donc, au laboratoire ou à l'hôpital pour le faire. Il me faut une ordonnance, il faut que je passe par un médecin ou par le SAMU. Oui, vous devez passer par le médecin de famille qui sera de toute façon le premier en contact. Je dois dire que pour réaliser l'objectif de 700 000 tests au niveau national, on nous avait demandé au niveau local d'en réaliser 700 par jour. Or, le travail qui a été réalisé par l'Agence régionale de santé et mes équipes nous ont permis, avec des conventions signées entre les laboratoires de biologie humaine et les laboratoires de santé animale, d'arriver à une capacité de 7000 tests par jour. Donc, dans le département. Et vous comptez les tests qu'a fait le conseil départemental, qu'a initié le conseil départemental aussi ou pas? Le conseil départemental a utilisé cette capacité de dépistage pour aller pister dans les EHPAD. Donc ici, nous avons une force de frappe 10 fois supérieure à ce qu'on nous demandait à l'origine. Et je vous rappelle également que la carte de France qui est en vert et qui sera verte et rouge uniquement à compter de jeudi utilise 3 critères. Les 2 premiers, on vous les a rabâchés depuis plusieurs jours, donc je n'y reviens pas. Le 3e, qui n'est pas encore pris en compte, c'est la capacité de tester dans chaque département. Donc quand ce critère sera pris en compte, on ne sera plus en vert clair, on sera en vert foncé. Monsieur le Préfet, justement, quel regard vous portez sur la façon dont les professionnels de la santé se sont mobilisés sur ce département, sur ce territoire, donc en Béarn en particulier, que ce soit à la fois les établissements publics, les établissements privés, et puis au-delà d'ailleurs, toutes celles et tous ceux dont on a souvent dit qu'ils étaient en première ligne, y compris en allant parfois simplement dans les domiciles et en continuant ce travail. Tout ce que je peux vous dire du fond du cœur, c'est que c'est un regard admiratif. Au début de la crise, nous n'avions finalement que 15 places de réanimation à Pau et 10 à Bayonne.
Et grâce au partenariat public-privé, travailler avec la clinique, avec des cliniques sur Pau, on a réussi à faire monter cette capacité à 100. Donc, comme au maximum de la crise, nous avions 31 ou 32 personnes en réanimation, nous n'avons jamais été débordés. Et je tiens vraiment à saluer, bien évidemment, l'ensemble des personnels soignants, mais aussi de ceux dont on parle moins, c'est-à-dire notamment les personnes qui, chaque jour, passent pour désinfecter les hôpitaux, qui sont bien évidemment trop mal payés, qui font un travail ingrat, et je crois qu'on peut aussi les applaudir à 20h. Alors on va passer au premier thème, si vous voulez bien, de cet entretien concernant le déconfinement et le 11 mai. Nicolas Rebière, vous vouliez d'ores et déjà poser peut-être la question fondamentale concernant la suite et ce que l'on pouvait dire ce soir, à date, en ce 6 mai, sur le déconfinement. Oui, c'est peut-être un préalable parce qu'on a beaucoup de questions évidemment de nos lecteurs, internautes, aux auditeurs. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire au 11 mai? Est-ce que c'est fixé? Où est-ce qu'on en est de la publication des décrets? On a vu que le Sénat, par exemple, a fait un amendement sur on peut aller sur les plages. Alors, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir sur les capacités de déplacement dans le département? Alors, jusqu'à dimanche soir, ça ne change pas. Évidemment. À partir du 11 mai. En ce moment, donc, le texte est devant la commission mixte paritaire. Et je vais vous dire en toute humilité ce que je sais, parce que c'est la loi qui va l'arrêter. Et la loi, elle n'est malheureusement pas votée au moment où je vous parle. S'agissant des déplacements, on parle de 100 km. 100 km, ça ne permet pas à un Palois d'aller à Biarritz. Donc moi j'ai décidé, sauf si on me l'empêche expressément, j'ai décidé que dans le département des Pyrénées-Atlantiques, même si on faisait plus de 100 km, on pouvait se déplacer partout. Et pourquoi je le fais? Je le fais aussi parce qu'on a une industrie touristique qui a des grandes difficultés. Et moi je dis aux Béarnais, puisqu'on est à Bonsoir le Béarn, je leur dis si vous voulez être sûr de trouver un endroit où passer vos vacances cet été sans problème, réservez au Pays Basque. Vous serez sûr de pouvoir y aller. Si vous réservez ailleurs, vous ne savez pas où on en sera dans les limitations de distance. Et je dirais aux Basques d'aller dans le Béarn. Aidons-nous les uns les autres. Ça veut dire que toutes les questions, là, mais la question de Nicolas qui était déjà dès le premier jour, sur les 100 km, etc., la façon dont on les appréciait, avec déjà d'ailleurs, faut-il l'apprécier à vol d'oiseau ou 100 km au GPS, c'est-à-dire par les routes, etc., elle est au cœur de la moitié des questions qu'a reçues la République des Pyrénées, on peut se le dire, elle est au cœur de la moitié des questions que nous avons ce soir, avec d'ailleurs une lecture qui va jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, si on en croit certains, nous recevons, parce que Saint-Jean-de-Luz, c'est quand même 107 km de Bizanos, pour quelqu'un qui l'a mesuré précisément. Écoute, voilà. Je vais rayer à traite plume toutes ces questions. Je vous dis qu'à l'intérieur des Pyrénées-Atlantiques, les personnes pourront se déplacer comme ils le souhaitent, même si on dépasse les 100 km. Ça nous permettra d'avoir une garantie si certaines personnes, parce que c'est une autre question, c'est les hôtels. Les hôtels pourront recevoir des touristes dès le week-end qui suit le déconfinement. Donc si vous voulez passer un week-end dans la Soule, à Saint-Jean-Pied-de-Port ou dans nos vallées pyréennes, vous pouvez le faire dès ce week-end. Et je le dis aussi aux hôteliers qui ont des fois une lecture plus stricte, une interprétation plus stricte des textes qu'ils ne le sont dans la réalité. Donc si on veut remettre la machine économique en route, y compris le tourisme, il faut être bien conscient de cela. Et si vous vous êtes un peu trouvé trop enfermé au cours des 2 prochains mois et que vous avez envie de prendre l'air, réservez dans un hôtel quelque part dans les Pyrénées-Atlantiques et vous contribuerez à faire redémarrer l'économie. Bon, au moins vous êtes clair et votre réponse est claire. Se pose aussi la question des déplacements entre départements, dans un rayon de 100 km. Vous savez que dans un rayon de 100 km depuis Pau, on peut aller dans les Landes, par exemple. Pas très loin dans les Landes, mais on peut y aller. On peut aussi aller à Tarbes. Ça, j'imagine que c'est les textes qui vont le fixer ou c'est déjà décidé? Non, c'est les textes qui vont le fixer. Je vais vous dire mon sentiment personnel. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais pas permis aux personnes de sortir du département ni d'y entrer. Parce qu'effectivement, de Pau, on peut faire quasiment toutes les Hautes-Pyrénées, le Gers, une pas grande partie des Landes. Et j'aurais simplement fait des exceptions pour le bassin de vie de Bayonne et du sud des Landes, et puis Lourdes, Tarbes, qui sont étroitement liés. Si le texte en reste en l'état, effectivement,
on pourra circuler dans un rayon de 100 km, y compris dans un autre département. Mais ça, il en revient à la représentation nationale d'en décider. Ça sera sans attestation. Enfin, Sans ça devrait être sans attestation. Sans attestation. Et sachant que vous ne savez pas à l'heure qu'il est si vous aurez la possibilité de prendre un arrêté qui va dans le sens dont vous parlez, c'est-à-dire au-delà de 100 km, je peux parce que je suis dans le département. Ça, vous ne savez pas si vous en aurez la possibilité. Non, mais là, c'est moi qui donnerai les instructions aux forces de l'ordre et je prendrai un arrêté où il sera dit clairement qu'on peut circuler dans le département. D'accord. Donc c'est enregistré là. Il serait quand même absurde que les Béarnais ne puissent pas aller dans le Pays Basque et que des habitants d'autres départements puissent s'y rendre, quoi. Donc voilà. Et puis je reviens pas sur les raisons. Et puis c'est aussi une raison de clarté pour les forces de l'ordre, pour les contrôles. Alors en deçà de 100 km, vous n'avez pas besoin d'un justificatif, mais quand même un justificatif de domicile. Parce qu'on ne peut pas uniquement démontrer qu'on habite dans les Pyrénées-Atlantiques parce qu'on est immatriculé en 64. Il y a beaucoup de questions pour le coup qui vont également se poser sur ce que l'on peut faire. Si on va donc prendre une chambre d'hôtel, je prends votre exemple, au Pays Basque et qu'on veut profiter d'un hôtel au Pays Basque, il y a également tous les loisirs qu'offrent par exemple ces lieux. Et les questions liées aux loisirs, Odile, elles se posent également. Évidemment, vous voyez arriver. La plage, c'est le premier des loisirs auquel on pense. Écoutez, je vous invite à découvrir le Pays Basque intérieur, c'est très beau. Tout comme les Pyrénées d'ailleurs. C'est un bon Il n'y a rebond, pas, c'est il y a un bon pas de rebond, je plage. le reconnais. Il n'y a pas de plage. Non, mais dans le Béarn, prenons l'exemple du Béarn, puisque on est dans cette émission. Dans le Béarn, les gens vont pouvoir reprendre les randonnées en respectant des distances. Et j'ai d'ailleurs eu un contact avec le président de la Fédération nationale de la randonnée, qui est en Savoie, de manière à ce qu'il y ait un protocole pour inciter les randonneurs, après 2 mois sans effort physique, à ne pas faire des choses trop périlleuses et à recommencer doucement. Et à ne pas faire des randonnées de plus d'1 journée pour ne pas avoir à dormir dans des refuges où il y a de la promiscuité. Donc voilà, on va quand même pouvoir, si on le souhaite, avoir une activité physique et découvrir ou redécouvrir nos belles montagnes. Parce que les déplacements, évidemment, on va y venir également côté transport et puis côté travail dans quelques instants. Mais pour beaucoup, en effet, c'est cette liberté d'aller et venir et cette question posée sur la justification. Nicolas Robert, c'est arrivé très souvent, ça, dans les questions qui se reposent sur notamment aussi, va-t-on pouvoir aller rendre visite aux uns, aux autres dans nos familles? Parce que la période a été difficile à vivre au regard de l'éloignement qu'il pouvait y avoir. Donc c'est très bien d'avoir déjà ce pré-niveau d'information, au moins pour le département. Maintenant, Voilà. pour les transports, il y a se déplacer en voiture individuelle, se déplacer à vélo, se déplacer par d'autres moyens, mais il y a d'autres questions. Odile, Nicolas, qui se posent sur les transports. Est-ce que je peux juste revenir sur les activités sportives, parce que c'est vrai que ça intéresse beaucoup les personnes. Donc la randonnée, ok. Donc l'équitation, la natation, par exemple, sera praticable dans des piscines extérieures. Par exemple, je pense au stade nautique à Pau. Est-ce qu'on pourra y aller? Est-ce qu'il pourra ouvrir sans les vestiaires, avec les vestiaires? Le canoë-kayak, il y avait le dessin tout à l'heure de Marco. Oui. Est-ce qu'on peut pratiquer le canoë-kayak au stade d'eau vive, mais peut-on utiliser les vestiaires? Voilà, c'est plein de petites questions qui paraissent anodines, mais il y a des clubs derrière qui sont aussi dont la survie économique est en jeu. Je ne vais pas vous passer tous les sports en revue, peut-être, je vais plutôt vous donner les principes. Donc tous les lieux fermés, tous les endroits où on pratique des sports dans les lieux fermés sont interdits, tous les sports. Tous les sports collectifs sont interdits. Tous les sports de contact, la boxe, le karaté, sont interdits. Donc sont autorisés les sports individuels en plein air. Il y a la question des piscines, de la piscine découverte de Pau. Oui. Je vais échanger avec le maire. Je vais attendre aussi peut-être une doctrine nationale. Mais pour la fréquenter régulièrement, je vois mal, y compris quand on rentre dans le bassin extérieur et quand on en sort, comment est-ce qu'on pourrait ne pas se croiser à moins d'1 mètre? Je vois mal aussi la manière dont les vestiaires sont configurés et les douches, comment est-ce qu'on pourrait respecter les gestes barrières. Donc je crains pour les nageurs que cette piscine ne soit toujours fermée, mais j'ai besoin d'une confirmation de cette doctrine et j'ai besoin de prendre bien évidemment l'avis du maire.
Nicolas Rebière. Ah ben, comme vous, effectivement, on ne va pas vous poser les questions les plus précises systématiquement. En revanche, il y a une question qui va nous amener à la question des déplacements et des consignes pour les transports et dans les lieux publics. Nous, on a une question qui nous est venue à plusieurs reprises. C'est est-ce que je vais être obligé d'avoir un masque pour sortir dans la rue ou pas? C'est quoi le principe général pour les masques? Le principe général pour les masques, c'est qu'il n'y a pas d'obligation d'en porter dans la rue, mais par contre qu'il y a une obligation d'en porter dans les transports en commun. Après, il y a des endroits comme l'hôpital, etc., où on sera obligé aussi d'en porter, mais le principe général, c'est ça. La peur étant qu'à partir du moment où les gens portent un masque, ils se dispensent des gestes barrières. Alors justement, quand on porte un masque, il faut conserver quand même ses distances. Voilà en gros les principes. Ça veut dire que concrètement, pour les transports en commun, quelqu'un qui n'aurait pas de masque pourrait être refusé par le chauffeur d'un bus ou autre. Oui, tout à fait. Il faudra porter un masque dans les transports en commun, qui sont des endroits où on peut difficilement limiter la proximité. Quid de ce qui concerne également, même question, d'ailleurs même transition, quid de ce qui concerne le port du masque dans les commerces ou dans des lieux publics qui vont également rouvrir? Alors tous ne vont pas rouvrir, on en parlera tout à l'heure, mais dans ceux qui vont être ouverts, notamment les commerces, il y a une question très simple. Le port du masque sera-t-il obligatoire à l'intérieur du commerce? C'est à l'appréciation du commerçant qui va pouvoir véritablement savoir quoi faire? Le port du masque n'est pas obligatoire dans les commerces. Certains sont très grands et peuvent sans problème accueillir 5, 6, 7, 8 personnes sans qu'il y ait de problème. Le commerçant peut, à la limite, s'il considère que sa sécurité est menacée parce que le commerce est trop petit, peut éventuellement conditionner l'entrée dans le commerce au port du masque, tout en sachant que les commerçants que j'ai contactés et qui vont prendre ces dispositions, en fait, en ont acheté pour leurs clients. Pour en fournir à leurs clients qui n'en auraient pas au moment de rentrer. Oui, d'ailleurs, pour prendre la préfecture qui réouvrira ses portes le 12 mai, pas le 11, le 12 mai, qui recevra donc de nouveau du public, le port du masque ne sera pas obligatoire pour les usagers. Bon, tous mes agents en porteront. En revanche, nous en proposerons systématiquement un à l'usager, et je pense que la plupart accepteront d'en porter un dans un endroit confiné. Il n'y aura d'ailleurs pas plus de 7 personnes à la fois dans le hall. Enfin, on a pris aussi toute une série de mesures pour recevoir du public. Pour les salariés dans les entreprises, donc le port du masque ne sera pas obligatoire, mais un employeur peut-il l'imposer ou le salarié justement peut-il demander à ce que ses collègues en portent? Enfin, quelles seront les autorisations ou les réglementations? C'est compliqué de répondre à votre question parce qu'en fait, il y a 60 guides qui sont rédigés au niveau national, métier par métier. Alors, pour certains métiers, par exemple, les services vétérinaires, quand ils traitent une brebis, à un moment, il faut qu'ils la tiennent à 2 et les distances de sécurité sont impossibles à respecter. Donc, on a imposé le port du masque dans ce cas-là. Quand je me suis rendu pour féliciter l'entreprise qui avait détourné ses moyens de production pour fabriquer du gel sur le bassin de lac, tout préfet que je suis, ils ont pris ma température. Si ma température était supérieure à 37,5, ils ne m'auraient pas laissé rentrer sur le bassin de lac. Donc oui, les employeurs peuvent imposer un certain nombre de normes de sécurité. Est-ce que vous avez prévu des contrôles dans les commerces, lieux recevant du public, peut-être dans les entreprises, sur finalement la bonne application des règles sanitaires telles qu'elles sont définies, à la fois par le décret et par les cahiers? Comment ça va se passer, ça? Alors, dans les entreprises, très clairement, oui. C'est le rôle de l'inspection du travail. Elle en fait d'ailleurs déjà dans tous les chantiers du BTP qui ont démarré, et 50% des entreprises du BTP ont redémarré au moins un chantier. Dans toutes ces entreprises, il y a des contrôles pour voir si ces règles sont bien respectées. Par exemple, sur le chantier que j'ai visité, sur le passage à niveau sur la RN 134 près de Oloron, comme il n'y a pas de restaurant aux alentours, ils ont dû construire des modulaires supplémentaires pour que les gens ne soient pas plus de 3 par modulaire à déjeuner, par exemple. Et ils ont tous les outils à disposition de manière à ce que chacun respecte, ne prenne pas de risques avec sa sécurité. Dans les commerces, c'est plus compliqué.
Je pense que les commerçants sont responsables. Par contre, si un commerçant appelle en disant j'ai un problème d'ordre public parce qu'ils sont trop nombreux ou parce qu'ils ne veulent pas porter de masque alors que mon commerce est trop petit, oui, là nous interviendrons. Alors, la question des masques portés dans tel ou tel endroit nous amène très directement également aux questions des masques portés dans les écoles, dans les collèges, bref, dans les établissements qui sont aujourd'hui penchés sur la problématique de la réouverture. Monsieur le directeur, on va évoquer toutes les questions possibles liées à l'éducation, en tout cas dans la mesure du possible. Juste sur les masques, restons dans le même sujet, justement, quelles vont être les obligations en matière de masques pour à la fois les enseignants, pour à la fois les personnels techniques, administratifs qui travaillent dans les établissements, et évidemment pour les enfants, sachant qu'on entend tout et l'inverse. Bon, on a entendu tout et l'inverse dans les premiers jours, dans les premières annonces. Ça semble se clarifier. Que du premier degré, que du primaire, puisque c'est eux qui rentrent le 11. Sur le primaire, en tout cas, ce qui est très clair, c'est que tous les personnels, quels qu'ils soient, quel que soit leur employeur, doivent porter un masque. Ah, donc ça, il n'y a pas d'ambiguïté. On a été livré, donc on est en train de fournir les écoles, etc. Donc voilà. Et pour ce qui est des élèves, sur les maternelles, dont certains entreront le 11, on y viendra, mais pas tous, il est plutôt proscrit. Pour les tout petits, parce qu'un mauvais usage du masque pourrait presque être pire que de porter le masque. Et pour les élèves de l'élémentaire, donc du CP au CM2, voilà, il est plutôt pas recommandé. Par contre, il y a un stock de masques pour les élèves qui est livré en cas de besoin, en cas de demande des parents, en cas de découverte d'un élève à symptômes, etc. Pour le personnel, excusez-moi, vous en avez parlé? Oui. Les enseignants, le personnel aussi des cantines. Pour les personnels, quels qu'ils soient, Ouais. quel que soit leur employeur, Voilà. il faut porter un masque. Voilà, Donc, du professeur à celui qui sert en cantine, tout qui à fait. nettoie, etc. Un personnel communal, un personnel d'éducation nationale, un personnel du conseil départemental pour le second degré, tous porteront un masque. D'accord. Est-ce que le maire de Pau avait annoncé qu'il proposerait donc à des enseignants volontaires de se faire tester gratuitement aux frais de la collectivité, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'il y a une systématisation des tests aussi pour le personnel de l'éducation nationale? Alors, vous me proposez de prendre position sur une proposition du maire de Pau. Donc, écoutez, c'est une proposition qu'il a faite. Est-ce que vous avez des informations C'est une proposition qu'il a faite. Voilà, elle lui appartient. Moi, là-dessus, je me conforme à la doctrine nationale, pour le coup. Il n'y a pas de systématisation des tests et c'est valable sur l'école comme sur le reste. Monsieur le préfet peut le confirmer. Voilà, il y aura... par contre, en cas de détection, en cas de suspicion, etc., là, on est sur autre chose. Mais d'une manière générale, non. Par contre, il y a donc un protocole sanitaire qui a été publié, qui a été diffusé très largement aux élus comme aux écoles, dans laquelle il y a un certain nombre de recommandations qui sont faites. Alors, les gestes barrières classiques sur la distanciation, le masque, on en a parlé, mais aussi sur la prise de température, par exemple. On va demander à tous les parents de prendre systématiquement la température de leur enfant le matin avant de partir à l'école. Évidemment, le moindre doute, on garde son enfant à la maison, ça va de soi. Un enseignant qui ne veut pas aller à l'école pour enseigner, est-ce qu'il en a le droit? Alors, qui ne veut pas aller à l'école? Alors, j'aime bien rappeler que plusieurs choses. Un, que l'instruction est obligatoire pour tout le monde. Et ça, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur ce voilà. thème-là, voilà, l'instruction Oui, obligatoire ou l'école obligatoire, parce qu'on y reviendra. Tout à fait. Donc depuis le 4, depuis lundi dernier, l'école, entre guillemets, a repris sur des modalités qui sont actuellement entièrement en distanciel, pour faire court. Voilà, donc à partir du 11, les enseignants reviennent à l'école. Après ça, on va avoir des familles qui vont pas tous remettre leur enfant à l'école. Donc on va avoir besoin d'enseignants sur site, et on va avoir besoin d'enseignants pour assurer l'enseignement à distance. Donc, voilà, suivant ces deux modalités, on va, et c'est localement que la réponse va se trouver. Je ne pourrais pas vous donner une réponse sur l'ensemble du département, je vous pose le principe, mais localement, il y a des enseignants qui seront en présentiel pour accueillir des élèves, et des enseignants qui seront en distanciel pour répondre à la demande à distance. Nicolas? Ce sera sur la base du volontariat? D'être sur site ou d'être à la maison? Enfin, à la maison. Pas tout à fait. Je vous redis que la règle, c'est quand même que les enseignants reprennent le chemin de l'école physiquement lundi prochain. D'accord ? Néanmoins, il y a évidemment des questions médicales qui sont à prendre en compte, on y reviendra peut-être. Voilà. Et après ça, ce que je dis, c'est qu'il y aura, et là,
bon, j'anticipe un peu peut-être sur des questions, mais je fais vraiment confiance au dialogue local qui a porté ses fruits là sur ce qui est en train de se construire dans la réouverture des écoles pour qu'on voit qu'on ne soit pas sur quelque chose de rigide, qu'on soit vraiment sur l'adaptation et qu'on prenne en compte les situations des uns et des autres. Parce que si on se dit que certains cours vont être à distance, et on va revenir encore une fois sur l'éducation et l'école obligatoire, mais certains cours à distance, d'autres avec des alternances qui font que pas plus de X enfants par école selon les locaux, etc. etc. La question c'est, si les profs, si les enseignants reviennent dans l'établissement, qui va faire les cours à distance? Il va falloir une adaptation. Tout à fait, non mais vous avez complètement raison, c'est exactement ça la question. Donc, qui va choisir on va avoir quoi? besoin... Qui va désigner quel professeur pour faire quoi? Alors, ça, c'est l'organisation de l'école. Bon, quand il y a des écoles, une classe, ça va se décider assez vite. Mais il y en a beaucoup dans le département. Il y a 100 écoles qui n'ont qu'une classe. Donc, c'est l'organisation locale. C'est en fonction des besoins. Alors, ce que j'appelle les besoins, là, c'est le nombre de familles qui ont dit qu'ils souhaitaient remettre leur enfant à l'école. Donc, en fonction de ça, et ça, on a des premiers éléments, on va constituer des groupes et savoir combien on a besoin d'enseignants en présentiel. Et en fonction de ça, on va discerner et ça va se décider un peu localement, ça. Ça veut dire que les élèves, les petits qui vont reprendre l'école, ne vont pas forcément retrouver leur maîtresse ou leur maître habituel, pour le primaire en tout cas. Alors, très difficile de vous répondre de manière macro à cette question. La règle générale, c'est plutôt si. La règle générale, c'est que dans la plus grande partie des cas, les élèves vont retrouver leur enseignant qu'ils avaient avant le confinement. Par contre, ils ne vont pas forcément le retrouver toute la semaine. Parce que, j'anticipe aussi une question, on ne demandera pas à un enseignant de faire un temps plein en présentiel et un temps plein en distanciel. Chaque personne ne fera qu'un seul temps plein. Tout un temps plein, pour ceux qui sont à temps plein, mais un seul temps plein. Voilà. Donc c'est là où il y a quelque chose à construire. Je pourrais vous donner des exemples, je peux vous en donner un tout de suite si vous voulez. Allez-y. Alors, un exemple typique que je cite souvent parce que je trouve très intéressant. Une école rurale, une classe, je citerai aucun nom de commune pour vexer personne. Une école, une classe dans la grande ruralité. Un enseignant, un personnel communal, donc une organisation qui n'est pas très simple. 11 élèves inscrits, 10 familles qui ont dit « je veux remettre mon enfant à l'école ». Ça donne, entre parenthèses, là on est presque 90% de familles qui veulent revenir sur cet échantillon-là. Sur cet échantillon-là, parce sur qu'après cet on va parler du reste, attention. Non représentatif, mais quand même, voilà. Bon, le choix qui a été fait et qui a été pensé localement, je n'y avais pas pensé personnellement, c'est de dire, l'enseignante a proposé avec la mairie, je fais cours tous les matins en présentiel, et tous les après-midi, je fais cours en distanciel. Ce qui permet, donc là vous voyez qu'il y a un enseignant qui ne fait bien qu'un temps plein, mais qui est à la fois en présentiel et en distanciel, et ça permet à la mairie de faire le nettoyage. C'est la même personne qui va éventuellement proposer un repas ou qui va pouvoir faire le nettoyage dans l'après-midi. Et donc, on arrive à trouver là une solution ingénieuse qui ne peut pas être pensée ni depuis Pau, ni depuis Bordeaux, ni depuis Paris. J'ai une question sur, on l'a entendu, on l'a vu au niveau national, pas trop ici d'ailleurs, des maires qui ne veulent pas rouvrir les écoles. Je crois que vous avez confié à mon confrère qui vous a interviewé tout à l'heure, on aura 5 écoles fermées dans le département, si le chiffre est toujours le bon. On sait que par exemple à Salis, c'est faute de troupes qui ne vont pas ouvrir, sur quoi que vous me disiez que ce n'était pas joué. C'est une question qui s'adresse au préfet aussi. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis d'éventuels maires qui refuseraient d'ouvrir les écoles? C'est à moi qu'elle s'adresse, la question. Je ne sais pas. Donc, je vous donne les premiers éléments quantitatifs, puis vous complétez si vous voulez bien, monsieur le préfet. La solidarité des services de l'État. C'est exactement, si on voulait tester ça, oui. Oui, mais voilà, alors pour le coup, il n'y a pas l'ombre d'un désaccord entre nous, donc il n'y a pas de problème. Donc d'abord, ce plan quantitatif, effectivement, alors le chiffre évolue au moment où on se parle. Donc j'ai dit, ce matin, on était à 9 écoles où potentiellement il y aurait une présomption de non-ouverture, je vais dire ça comme ça. Dans la journée, on était déjà à moins, parce que évidemment, dans ce cas-là, moi, je prends la tâche des services de l'État en préfecture, donc préfet, évidemment, sous-préfet, pour ce qui... Enfin bref. Et là-dessus, on a un échange. On a un échange avec la commune. Il y a, au moment où on se parle, deux situations un petit peu voilà, qui se durcissent un petit peu, mais sur toutes les autres, il y a soit de l'incompréhension, soit de l'inquiétude parce que je suis maire et je n'ai pas les moyens de, etc. etc. Monsieur le directeur, vous parlez bien près du micro. Pardon. Je différencie, là je parle bien des non-ouvertures. Il y a quelques situations aussi où il n'est pas du tout question de mauvaise volonté. Typiquement, c'est une commune qui dit, petite commune, je n'ai pas reçu encore le matériel de nettoyage, les produits notamment. Donc, je diffère légèrement la rentrée, on rentrera le 18. C'est tout à fait entendable.
hein. La priorité, c'est le sanitaire. Donc si on ne peut pas, si une commune n'est pas en mesure d'assurer le sanitaire, hein, pour faire court, on diffère. Je ne compte pas ça dans une école qui n'ouvre pas. Hein. Voilà. Par rapport à l'adage, hein, qui prévaut dans l'éducation nationale, ne laisser personne au bord du chemin, comment entendre et comprendre le fait que dans certaines communes, ce sont les premiers inscrits qui seront accueillis à l'école en fonction de la capacité et que les autres, c'est trop tard. Et comment apprécier le fait que quel élève accueillir? Il y a des enfants qui sont plus prioritaires que d'autres, qui peuvent être moins accompagnés à la maison. Donc ça, voilà, c'est assez inédit. L'éducation nationale se met presque en position, non pas de faute, mais en position inédite. Hein. Alors, je me permets, si vous voulez bien, je bouillais pour vous répondre. Vous présentez comme une assertion, une vérité, quelque chose dont je n'ai pas connaissance. Il n'a jamais été dit par personne, en tout cas pas par moi, et je m'inscris clairement en faux. On ne va pas trier les élèves ou choisir les élèves. Ça c'est très très clair. Hein. Donc, par contre, ce qu'il y aura, c'est qu'il y aura peut-être une alternance de groupe. Dans ce que j'y ai fait allusion tout à l'heure, il n'y aura peut-être pas un temps plein d'élèves accueillis par le scolaire. D'accord ? Donc, je vous prends un exemple. Vous avez une classe à 21 élèves, c'est la moyenne du département. Vous avez 21 élèves, vous en avez 18 qui veulent revenir. Bon, vous faites 2 groupes de 9. Vous ne faites pas un groupe de 14 et les 4 autres, vous leur dites de rester chez vous. D'accord ? Ça va avoir des implications en termes d'organisation pédagogique qui sont complexes. Mais il est hors de question de trier les élèves, de sélectionner les élèves. Et sur quels critères, je ne préfère pas rentrer là-dedans. Voilà. Par contre, je reviens à votre introduction. Donc vraiment, je souhaite être très très clair là-dessus. Hein, c'est vraiment très important. Donc l'éducation nationale ne se met pas en faute de ce point de vue-là, d'un point de vue, je dirais même éthique. Hein, ça, c'est très très clair. Après ça, vous y avez fait allusion. Pourquoi on rouvre les écoles? La raison première, il y a des raisons secondaires qui sont très respectables, hein, qui peuvent être économiques, etc. Mais la raison première, c'est pour faire face, pour accueillir les élèves que j'ai appelés en fragilité scolaire. Hein, on appelle décrochage, mais tout type de fragilité. Ça peut être lié à un handicap, ça peut être lié à un décrochage, ça peut être lié à des conditions sociales, ça peut être des conditions de logement, etc. etc. Et ces élèves-là, on veut les faire revenir dans l'école parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence à les faire revenir dans l'école. Mais est-ce que ce sont eux qui reviennent ? Finalement. Est-ce que dans le déclaratif, est-ce que dans le déclaratif, ce ne sont pas dans ceux qui reviennent peut-être les enfants, je vais faire des caricatures, j'aime pas trop ça, mais finalement ceux qui sont peut-être avec des niveaux familiales ou des volontés parentales ou d'une cellule qui permet d'expliquer, de comprendre, de rassurer, de croire en ce retour-là, et justement ceux qui sont les plus décrochés qui ne viendront pas. Mais bien sûr, vous avez raison. Mais alors d'abord, je réaffirme plusieurs choses très fortement. Aucun élève qui dit je veux revenir à l'école et pour lesquels l'école est ouverte, etc., se verra refuser l'entrée de l'école, hein, par principe. Ça, c'est très clair, quel que soit son niveau social, etc., etc. Bien. Après ça, il est vrai que dans les retours qu'on a, aujourd'hui, on est en moyenne, c'est une moyenne qui couvre de très très grandes disparités, autour de 50% des familles qui se sont prononcées pour un souhait de revenir à l'école. Mais ça va de 15-20% dans certains endroits à 80% dans d'autres. D'accord ? Donc, évidemment, ce n'est pas une surprise, mais c'est dans les milieux, dans l'éducation prioritaire, pour le dire un petit peu vite, mais on pourrait élargir un petit peu, c'est dans l'éducation prioritaire qu'on a des taux de retour potentiels les plus bas. Ceci ne doit pas nous inciter à dire c'est pas la peine de le faire. Au contraire, ça nous incite à dire il faut ouvrir l'école et il faut aller chercher les élèves et les familles. C'est pour ça que dans la circulaire qu'on a envoyée aux élus, qu'on a co-signée avec monsieur le préfet, on a bien insisté sur le fait d'une ouverture par niveau, progressif, mais aussi pour que, une fois qu'on aura calé les questions organisationnelles un petit peu complexes, qu'on puisse avoir une action un peu proactive pour aller contacter ces familles, voilà, pour lesquelles on est Sachant que vous allez être confronté à un énorme casse-tête organisationnel, parce que, imaginons la semaine prochaine, vous allez dans telle école, 60% des élèves qui veulent revenir, etc. Vous allez organiser les choses pour ces 60%-là, et on entend bien. Et s'il faut la semaine suivante, vous en aurez davantage. Donc ça veut dire que le nombre d'élèves par classe, ça va de nouveau se confronter à une réalité. Ça paraît un casse-tête qui semble énormissime, digne à mon avis du meilleur examen qui pourrait se faire dans une fin d'année normale, quoi. Alors c'est un peu l'objet de ma question, monsieur l'inspecteur. Il y a des écoles qui ne roulent pas le même jour. Il y a des écoles qui ne roulent pas avec le même rythme. Il y a des écoles qui roulent avec cantine, d'autres qui roulent sans cantine, avec temps périscolaire, d'autres non.
Je pense que c'est une disparité que vous avez rarement gérée dans l'éducation nationale, ça c'est sûr. Hein. La question, c'est quand est-ce que vous pensez qu'à un moment, on va revenir finalement à un fonctionnement normal dans les écoles? Et puis bon, Odile vous posera les questions sur les second degrés. Et monsieur le préfet, si... Non, je crois que c'était à moi. Ouais. Non, alors, j'allais dire, c'est une question que je vous invite à poser à Monsieur le Président de la République, mais blague à part, quand même, je vous remercie quand même de noter effectivement que c'est une rentrée complexe. Ça, loin de moi l'idée de dire que ça va être simple. La chance qu'on a, c'est que c'est tellement complexe qu'on ne peut pas tout décider depuis mon bureau. Donc on est obligé, si toutefois on avait une tentation de ne pas le faire, on est obligé de faire confiance au terrain, pour employer une expression un petit peu triviale. Et le terrain, je rends à nouveau hommage aux enseignants et notamment aux directeurs d'école et directrices d'école qui sont vraiment sur le pont, qui n'ont pas eu beaucoup de vacances, je tiens à le dire, hein, voilà. Et aux élus locaux, hein, qui vraiment là-dessus travaillent de concert. Alors, on pointe toujours quelques situations où il y a des difficultés. Très, 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 très majoritairement, ça se passe très, très bien dans ce dialogue classique, hein, du directeur avec son maire. Voilà. Et donc, je ne peux pas vous dire quand on aura un retour stabilisé, ça je ne peux pas vous le dire. Par contre, c'est une grande complexité et il faut y aller progressivement, vraiment progressivement. Notre rôle là-dessus, si je peux avoir une parole, au-delà de celle de rendre hommage au personnel, c'est de rassurer les gens sur le fait que, le président de la République l'a dit hier ou avant-hier, hein, on veut une rentrée sereine avant d'avoir une rentrée massive. Hein, donc ce qu'on veut vraiment là-dessus, c'est rassurer les gens, prendre le temps, regarder comment ça se passe. On a pensé à tout un tas de choses parce que collectivement on travaille à la question, mais on va découvrir d'autres questions en même temps en avançant. Donc on va s'ajuster et là-dessus, vraiment les inspecteurs de l'éducation nationale sont en relais avec les écoles pour s'ajuster et pour échanger avec les élus et les familles. Avant qu'on ne passe peut-être au collège, juste avant qu'on passe au collège. Oui, et puis même par rapport les personnes qui ne sont pas rassurées actuellement, donc ce sont les parents d'enfants qui ne rentrent pas le 12 mai, y compris des élèves de maternelle et de primaire, les parents de collégiens et de lycéens, où alors là c'est le flou total. Alors tout à l'heure vous avez dit, commençons par parler de la rentrée du 11 mai, mais c'est ce qu'on entend de la part du ministre de l'Éducation nationale, d'Édouard Philippe et du président de la République. Cette question, on l'abordera plus tard, mais il y a 5 mois, certes, il y a de l'instruction, mais il y a quand même un vide, notamment pour les lycéens qui sont... il y a des éléments d'incertitude, mais il n'y a pas de flou du tout. Alors, non, mais je vais vous répondre très précisément. Sur le premier degré, on en a parlé, le 11, ça va monter en puissance, mais l'exemple de l'école que je prenais tout à l'heure, c'est tous les niveaux qui rentrent le 12, hein, dans l'école, la petite école dont je parlais tout à l'heure. Bien. Quand l'école de 11 élèves avec 10 qui rentrent, c'est une école, une classe, il y a tous les niveaux. Hein. Oui, donc il n'y a pas que les CP et les CM2 qui rentrent. Mais pour répondre à votre question, sur les collèges, c'est soumis à la classification de la couleur du département au sens Covid du terme, hein, vert ou rouge. Monsieur le préfet l'a dit, il y a de fortes chances qu'on soit vert, on est très très vert au sens Covid du terme. Donc il y a de très fortes chances que les collèges rouvrent la semaine prochaine, le 18, hein, le lundi 18. Il a été dit, et je vous le confirme, qu'on prioriserait là aussi une ouverture progressive avec les 6e et 5e. Hein, là aussi, il y a eu des imprécisions. Les 6e et 5e, prioritairement. Qui dit priorité, dit pas exclusivité. Si on peut faire plus, suivant les endroits, etc., on pourra faire plus. Là aussi, l'attention première, elle est, au-delà de ces niveaux, sur les élèves fragiles. Donc, je ne redis pas ce que je dis, mais on a évidemment cette attention-là. Sur les lycées, même chose. On aura eu un peu de recul, puisqu'on aura eu l'ouverture du 11. On aura vu les effets en termes de pandémie des réouvertures des écoles. Le gouvernement statuera fin mai, ça a été dit, j'ai plus la date exacte en tête, je ne sais pas, monsieur le préfet, si vous l'avez, mais fin mai, le gouvernement statuera sur l'ouverture ou non des lycées pour le 2 juin, pour tout début juin. Voilà. Donc, on ne sait pas si ça réouvrira, mais on sait le protocole, la procédure, le process. Et par ailleurs, l'école reste obligatoire, donc il y a la continuité pédagogique, on ne le redira jamais assez. Donc on ne sait pas quand ça réouvrira. Non, mais tout à fait. Mais on sait le processus. Oui. Alors, dans les questions, cela dit, au moment où les collégiens vont revenir, parce que tout à l'heure, vous avez répondu pour les plus petits, sur les masques. Donc, la question revient sur les masques. Par contre, les collégiens, lorsqu'ils vont devoir reprendre le 18, devront-ils porter ou non un masque? Oui. Tous? Oui. Alors, toujours pareil, là aussi, il y a des situations locales. Il peut y avoir des cas médicaux, pas liés au Covid, oui. Hein, cas Covid, il reste à la maison. Mais des cas médicaux, il y a ce qu'on appelle des PAI, enfin peu importe les termes, hein, où voilà, il peut y avoir des ajustements. Mais la règle générale, c'est oui.
Alors, parmi les parents justement inquiets, il y a tous ceux qui sont autour de la question que je vais vous synthétiser parce qu'elle en regroupe plusieurs. Les enfants ont autant de charges virales que les adultes, nous a-t-on dit. Ils sont majoritairement asymptomatiques. Donc, comment voulez-vous pouvoir véritablement identifier ceux qui sont Covid-19 positifs avant qu'ils ne contaminent les autres? Et il y a 2-3 questions de ce type-là, y compris à la bonne volonté des parents, hein, en disant, y compris avec des parents qui vont prendre la température, mais... Mais alors, moi là-dessus, je ne suis pas épidémiologue et je me garderai bien hein, de me prononcer sur le côté médical. Mais si on savait tester tout le monde de manière certaine et dire que, ben voilà, on peut dire un tel est porteur, etc., ben on le ferait, il n'y aurait pas besoin de gestes barrières. C'est bien parce que, pour ce que vous dites, qu'on respecte les gestes barrières. C'est bien pour ces raisons-là. Et c'est bien là-dessus qu'il faut être rassurant. Rassurant à 2 titres. 1, le département est très vert. Hein, donc ça, c'est vraiment important de le redire très fortement. On s'adresse à Bonsoir le Béarn, mais pour tout le département, on est très vert, donc redisons-le fortement. Et deuxièmement, c'est justement pour ces questions d'incertitude qu'on va respecter les gestes barrières, porter les masques, etc. et avancer progressivement. Pour la question des collèges et des lycées, on aura eu un peu de recul, puisqu'on aura eu une quinzaine de jours, qui est le temps, etc., pour statuer. On n'a pas parlé des Ikastola et des calendrettes, donc même régime à partir du 11 mai. D'ailleurs, de toutes les écoles privées, même. Et les écoles privées, tout à bien fait, entendu. c'est valable pour tout le Hein, monde. oui. Ce que je dis là est valable pour tout le monde. Avec les écoles privées sous contrat, etc., bien entendu. sûr. Est-ce que vous avez des vrais retours concernant justement le niveau ou pas, en tout cas la qualité ou pas de cet enseignement à distance qui a été dispensé depuis le début du confinement? Bref, est-ce que vous arrivez à quantifier à la fois les points positifs, parce qu'il y en a, mais j'imagine aussi toutes les difficultés hein, et les décrochages qu'il y a pu y avoir. On entend parler de beaucoup de chiffres, les uns les autres parlant pour le coup de chiffres parfois énormes hein, au niveau national de décrochage. Alors moi, il y a plusieurs éléments là-dessus. Très difficile de vous donner des chiffres, donc je crois que je ne m'y aventurerai pas. En tout cas, il y a plusieurs indicateurs. Un, sur la qualité de l'enseignement à distance. Un des indicateurs, c'est ce que j'ai donné tout à l'heure, c'est pas de plainte de famille. Je peux vous assurer que c'est un indicateur important, parce qu'il m'arrive de recevoir quelques courriers hein, dans le courant de l'année. Donc ça, c'est un premier indicateur. Le deuxième indicateur, sur le plan strictement qualitatif, c'est difficile de vous répondre. On en saura plus justement quand on aura repris. Et encore une fois, un argument pour reprendre. C'est-à-dire que de pouvoir voir où en sont les élèves. Il y a des élèves qui auront progressé, il y aura des élèves qui auront stagné, et il y a quelques élèves qui auront perdu en termes de compétences. Et voilà. Donc on le saura mieux quand on aura revu les élèves en présentiel et qu'on aura pu un peu tester. Parce que là, actuellement, sur l'enseignement à distance, on émet des travaux, enfin, c'est-à-dire qu'on demande, on envoie dans les familles des travaux, etc. Il y a une pluralité hein, de propositions. Mais la question du retour de ce qui est fait par l'élève est complexe, hein, et objectivement complexe. Donc ça, c'est là-dessus notamment qu'on a besoin de revoir. Et l'évaluation aussi, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. Les titulaires du bac 2020, est-ce qu'ils ne vont pas être estampillés élèves qui ont eu leur bac à la maison? Est-ce que vous avez peur d'ailleurs Ça sera le baccalauréat 2020. Est-ce que vous avez peur qu'ils ne reviennent pas en se disant bon ben en général ou pas les lycéens? Ah, ou les terminales? Ah non, moi je pense. Alors, non, si interrogation il y a, c'est sur la question pandémique, enfin sur la question de est-ce qu'on pourra rouvrir. Moi je pense que la très 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 grande majorité a envie de revenir. Hein. Alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que, bon, ça a été dit beaucoup ici ou là, on s'est aperçu que enseigner c'est un métier, hein, et que voilà, donc il y a beaucoup de parents qui ont découvert ça. Je m'en réjouis personnellement. On est un certain nombre à le savoir depuis un certain temps, mais voilà, donc il y a beaucoup de familles qui ont envie que leur enfant retourne à l'école. Je ne précise pas, et il y a beaucoup d'enfants qui ont envie, enfants au sens large, hein, je pense, j'inclus les adolescents, qui ont envie de retourner à l'école pour des questions scolaires et des questions sociales. Alors on sent bien que nous, on va clôturer ce chapitre sans avoir évidemment toutes les réponses là, et on sent bien que pour l'éducation nationale, la révision numéro 1, c'est l'équation à plusieurs inconnus.
Hein, ça sera le sujet fil Vous avez de rouge. bons restes, monsieur. Non, non, ça sera le sujet fil rouge, je le sens bien. Le côté philosophique, on a bien entendu que vous avez des réponses sur l'équation plusieurs inconnus. Ça reste encore compliqué. On va passer à un autre sujet, ce qui, cela dit, est également un sujet dans lequel les équations ont beaucoup d'inconnus, monsieur le préfet, en particulier. C'est la reprise économique. Parce que, évidemment, cette reprise économique, dont on a bien entendu les appels d'urgence, hein, pour que celle-ci ait lieu, elle est aussi au cœur de beaucoup de questions. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les commentaires. C'est souvent, d'ailleurs, c'est pour des raisons économiques. On rouvre l'école, ne l'oublions pas. Nous pourrions attendre jusqu'en septembre, etc., etc. Mais ne discutons pas de ce point-là. Beaucoup d'autres le font. Il y a des questions très concrètes qui... Pardon ? Je me suis déjà inscrit en faux sur la réponse. Absolument, c'est pour ça. Je ne reviens pas forcément sur ces commentaires-là, mais le lien, pour le coup, est assez trouvé. Alors d'abord, sur la reprise, sur l'urgence de la nécessité de reprendre, et économiquement, monsieur le préfet, peut-être un propos introductif avant les questions de Nicolas ou d'Odile. Pour vous, vous sentez ce besoin impérieux? Vous faites partie de ceux qui disent on ne peut plus, il faut qu'on bouge, il faut que ça bouge. Je vais vous donner 2-3 chiffres et puis je vais vous laisser juger par vous-même. Il y a en Pyrénées-Atlantiques 210 000 salariés de droit privé dans le secteur marchand. Si j'exclus des secteurs qui n'ont pas été beaucoup touchés par le Covid, le secteur médico-social, les hôpitaux, les banques, les assurances, on arrive à 175 000 salariés. Sur ces 175 000 salariés, il y en a 113 000 qui ont été en activité partielle, c'est-à-dire dont le salaire a été intégralement repris, payé par l'État, c'est-à-dire par le contribuable. Donc ça ne peut plus durer. La facture est trop lourde. Et plus on a de secteurs de l'économie touchés et gravement touchés, plus le redépart est difficile. Et donc il y a une véritable mobilisation des services de l'État pour aider les entreprises. On a parlé de la prime pour les petites entreprises de 1 500 € par mois. Pendant 3 mois, les entreprises, si elles ne le souhaitent pas, ne payent pas leurs URSSAF ou partiellement. Les impôts, la Direction des finances publiques a déjà fait 1000 gestes, notamment des remboursements anticipés de TVA, enfin pour aider les entreprises. Et puis, en même temps, comme beaucoup ne vendent rien, il n'y a pas de TVA, de toute façon, dans l'absolu. Oui, mais c'était de la TVA d'avant. Elle a été réclamée, celle-là, monsieur le préfet. Elle a été réclamée, celle-là, monsieur le préfet. Bon, et puis, dans les Pyrénées-Atlantiques, on a déjà accordé 5000 prêts garantis par l'État à 90%. Il n'y a quasiment aucune entreprise qui a eu un refus, c'est-à-dire qu'il y en avait eu une vingtaine, et elles ont essuyé un refus parce qu'elles avaient des capitaux, des fonds propres négatifs. Et la loi de finances rectificative qui a été votée il y a quelques jours a ouvert la possibilité de financer les entreprises qui ont des capitaux propres négatifs. Et donc, les banquiers ont repris le dossier de certaines de ces entreprises pour leur accorder les crédits. Donc, voilà, l'État met tout en œuvre. Si vous me permettez d'être un peu... pas vulgaire, mais la note va être salée. Ah oui, oui. Et si ça devait encore perdurer des mois et des mois, il y a un seuil à partir duquel l'économie ne se relèvera pas. D'où la nécessité de travailler à la reprise. Alors, monsieur le préfet, est-ce que vous nous avez donné des chiffres très intéressants, évocateurs, est-ce que vous avez en retour d'éventuelles cessation de paiement, d'entreprises en faillite? Est-ce que ce volet-là s'est accéléré en 49, je crois, ou 51 jours de confinement? Non. Il y a une entreprise, enfin oui et non. Il y en a très peu à cause des mesures là, dont je vous parle. Dans le secteur du tourisme, par exemple, des entreprises vont essayer d'ouvrir, mais il est vraisemblable qu'elles fermeront en septembre-octobre pour licencier et ensuite réembaucheront en mars, quand la nouvelle saison du tourisme commencera. Il y a une entreprise, évidemment que je ne citerai pas, qui a procédé à 70... ce n'est pas des licenciements, c'est un accord conventionnel collectif. Donc les personnes toucheront les assédiques et des indemnités de départ, mais enfin, elles sont sans emploi. Donc ça, c'est pour l'instant le plus gros sinistre que l'on ait. Mais on peut craindre dans l'aéronautique, par exemple, avec la baisse des commandes de Airbus de 30 à 40%, que l'on ne verra les dégâts sur le plan économique que dans 3 à 6 mois.
Donc pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est quand même pas très fragile si on ne redémarre pas rapidement. Et avec la difficulté, vous le disiez tout à l'heure, que les aides qui ont été mises en place, les dispositifs, pas que les aides, hein, chômage, activité partielle, etc., là est mis les choses entre parenthèses, mais qu'une reprise qui va se faire pour beaucoup avec un volume, une consommation qui va être plus faible, avec pour le coup des seuils d'équilibre hein, qui peut-être ne seront jamais atteints, etc., risque de créer maintenant des besoins, des demandes de soutien qui finalement seront beaucoup plus importants qu'ils ne le furent dans les 50 jours qu'on vient de vivre. Franchement, on ne connaît pas le comportement des consommateurs. On ne sait pas si, à compter de lundi ou de mardi, ils vont de nouveau se ruer dans les magasins au centre-ville, rattraper leur retard de consommation, ou si l'ambiance étant par ailleurs assez pesante quand même, ils vont finalement peu consommer. Les Français ont épargné 15 milliards d'euros. Ils ont fait 15 milliards d'euros d'économies pendant cette crise, hein, parce qu'on n'utilise plus la voiture tous les jours. Enfin, il y a un certain nombre de frais qu'on n'a pas eu en étant confinés. Est-ce qu'ils vont épargner ces 15 milliards ou est-ce qu'ils vont les réinjecter dans l'économie? C'est toute la question. En tout cas, on sent bien une certaine inquiétude, voire plus, hein, des chefs d'entreprise, et notamment des chefs d'entreprise qui font le gros maillage hein, de l'économie française, notamment les patrons de grosses TPE, allons-nous dire, de PME, pour qui, notamment, la jonction risque d'être difficile, alors même que beaucoup disent « Ok, là, pendant la période, on a été accompagnés ». Mais ils ont peur un petit peu de la suite. Et après, on va aborder évidemment les cafés, les restaurants et ce genre de questions dont vous imaginez qu'elles vont arriver. Vous pensez qu'au niveau de l'État, on va pouvoir continuer à supporter tous les secteurs, quand j'ai supporté, à être en matelas derrière? Parce que vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez dit en creux, c'est de l'argent public dont on sait qu'il n'est pas infini. Le Premier ministre a déjà annoncé que, s'agissant de l'activité partielle, ce qu'on appelle le chômage partiel, mais en fait c'est l'activité, c'est pour montrer que le lien n'est pas rompu. C'est d'ailleurs chez nous, on appelle bien ça chômage partiel dans le langage courant, alors que c'était bien activité partielle dans l'imaginaire, non pas l'imaginaire, dans ce qui a été mis en place en Allemagne en 2008, qui a oui, modèle d'ailleurs. C'est ça. Le lien contractuel n'est pas rompu entre l'entreprise et le salarié. C'est pour ça qu'on l'appelle l'activité partielle. Mais voilà, donc je crois qu'on... Juste, c'est bon hein, peut-être à dire, vous alliez le dire, monsieur le préfet, le Premier ministre a déjà annoncé que l'activité partielle, elle va s'arrêter à un moment, au 1er juin normalement, ou en tout cas, on peut s'attendre... Est-ce qu'il y a une date d'arrêt Est-ce qu'il y a une date? Le Premier ministre a dit que début juin, un peu comme pour les lycées, il reconsidérerait le dispositif d'activité partielle. Alors, en fonction des finances du pays et de l'état de notre économie. Donc, sous le terme de reconsidérer, il peut à peu près tout se cacher. Hein. Une baisse du taux de prise en charge, ça m'étonnerait qu'elle cesse, mais il peut y avoir sans doute, à compter de juin, pour que ce reste soutenable pour les finances publiques, une baisse du taux de prise en charge. Mais moi, je suis comme vous, je regarde... je suis devant mon téléviseur et j'écoute les déclarations du président et du Premier ministre. Voilà, d'ailleurs, parce qu'on ne vous a même pas relancé sur le fait, le Premier ministre a dit, mais est-ce que le président a dit? Même pas, on ne s'est même pas permis. Alors, juste, est-ce que je peux me permettre sur l'activité partielle et les aides, alors l'État, effectivement, a pris sa part et une bonne part hein, en payant les salaires. Les salariés aussi, puisqu'ils n'ont pas reçu l'intégralité de leur salaire. Les commerçants, les entreprises, et notamment les petites entreprises, les petits commerçants et les indépendants ont eu des prêts garantis par l'État, mais on nous objecte souvent sur le terrain, ce n'est qu'un prêt, ce n'est pas des aides. Quand on pose la question, alors vous avez l'aide de l'État? Non, c'est un prêt. Donc je me fais un peu l'avocat de tous les indépendants ou tous les salariés qui nous regardent. Certes, l'État a fait beaucoup, mais les salariés et les indépendants, je pense aux auto-écoles, je pense aux ambulanciers, je pense à tous, enfin les ambulanciers, ils ont eu de l'activité, mais les auto-écoles ou les marchands de plein air de autres qu'alimentaires certains ont vraiment de grosses difficultés. Pour certaines entreprises, il a été versé quand même 1 500 € par mois pendant plusieurs mois. Ça, c'est un versement, c'est une aide. On n'en demande pas le remboursement. Ensuite, l'État... Pour autant, le deuxième volet de la région, il était aussi fléché sur les entreprises qui risquaient de ne pas avoir le prêt garanti. Vous disiez tout à l'heure que la majorité l'ayant eu, ce qui est une très bonne nouvelle, hein, d'ailleurs. Oui, avec... Elle n'a pas forcément eu, pour le coup, besoin. Avec des conditions de remboursement, des fois, ils pourront différer le remboursement, par exemple, de 2 ans. Hein, le temps de se refaire une trésorerie. Et avec des temps de remboursement qui pourront aller jusqu'à 7 ans, voire plus.
Les banques ne vont pas demander dans 6 mois aux commerçants ou aux chefs d'entreprise de commencer à rembourser son prêt. Ça n'aurait pas de sens. S'ils le demandent dans 2 ans, 2 ans, ça donne 2 exercices pour essayer de renouer avec les résultats nets, quoi. Alors vous le disiez tout à l'heure, dans nos secteurs, sur ce département, il y a des secteurs qui sont particulièrement touchés. Je vous ferai grâce de parler que du secteur de l'événementiel où on est dans un flou, évidemment. Mais on est là pour vous aider aujourd'hui. Mais j'entends bien. On vous soutient. Je n'avais pas compris votre visite comme ça, monsieur le préfet, mais je le note. Je le note. Mais plaisanterie mise à part, d'abord les restaurateurs, les cafetiers, les restaurateurs et les interrogations des acteurs du tourisme qui, outre les hôtels, vous vous rappeliez tout à l'heure que certains prenaient trop au pied à la lettre certains dispositifs, mais ensuite il y a les cafetiers, les restaurateurs qui sont des commerces très importants en termes de volume mais aussi d'activité économique. Et ici, les questions, c'est puisque nous sommes verts, pourquoi est-ce qu'on a les mêmes règles du jeu que dans d'autres départements? Je vous les résume. Parce que pour l'instant, le gouvernement a décidé qu'il était trop tôt pour ouvrir les restaurants et les bars. Les Espagnols, par exemple, de leur côté, ont décidé de réouvrir uniquement les terrasses, mais en réduisant de 2/3 la taille des terrasses. Donc, du coup, ils ne réouvrent pas non plus parce que ce n'est pas rentable. Donc, voilà. Mais la profession est montée au créneau auprès du Premier ministre. Et le gouvernement, je le suppose, va annoncer un plan spécifique pour aider ces commerces. Juste vous parler de l'Espagne, on est frontalier avec l'Espagne. Est-ce que vous savez, je ne suis pas sûr que vous ayez la réponse, mais est-ce qu'on pourra revenir en Espagne et d'ici quand est-ce que la frontière C'était en effet reste... la question sur les 100 km, voilà. C'est pas alors, il faut que je pose la question, c'est ça. Oui, alors déjà avec l'Espagne, il faut que vos téléspectateurs sachent qu'on a 19 points de passage entre l'Espagne et les Pyrénées-Atlantiques. Sur les 19, j'en ai fermé 12, de pouvoir mieux contrôler les 7 restants. Pour l'Espagne qui déconfine le 9 mai, tout doucement, elle ne souhaite pas voir de Français sur son territoire, autre que pour des raisons comme nous, pour des raisons professionnelles. Et donc nous, c'est la même chose, nous n'accueillerons que des élèves espagnols qui sont scolarisés en France, donc on a le devoir d'aller jusqu'au bout de leur scolarité. Et puis des travailleurs espagnols qui peuvent démontrer qu'ils sont salariés dans une entreprise française, mais à part ça, le tourisme ne repartira pas dans les deux sens. Non, on ne pourra pas aller boire un verre à une terrasse en Espagne. Non plus. Les bantas non plus. Les bantas, vous savez, c'est... Ah, pardon. Oui, non plus. C'est le fumeur qui vous pose la question. Excusez-moi. On sent une question concernée, là. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une question concernée. Je reviens sur les différentes professions, parce que finalement, on a en effet les auto-écoles, mais je pense que c'est également un cas que vous souleviez tout à l'heure. Les auto-écoles d'un côté, d'autres professions, alors, je reviens dans les cafés, etc. Il y a les commerces, évidemment. Chacun y va, les coiffeurs. Question d'un coiffeur, également sur l'ouverture. Chacun va y aller avec sa propre spécificité. Vous rappeliez tout à l'heure que les branches professionnelles ont édicté des guides, mais vous allez être multi-sollicité par les cas pratiques. Oui, on va être multi-sollicité. En tout cas, moi, le sens de mes décisions ira toujours, je serai toujours aux côtés des acteurs économiques. Donc dans le cas des marges de manœuvre que me laisse la loi, je serai toujours à leur côté. Je veillerai toujours, bien évidemment, aussi à la sécurité et aux conditions de travail des salariés, évidemment. Mais voilà, si un coiffeur indépendant qui en plus travaille seul souhaite ouvrir très tôt, fermer très tard... Là, je pense que c'est exactement l'inverse sur le seul, mais allez-y. Non, sur le nombre de collaborateurs dans le salon, mais allez-y. Oui, il se trouve que le mien, il est seul, donc c'est pour ça que j'y pense. Je pense que si lui, il veut commencer très tôt, finir très tard, et travailler au moins 6 jours sur 7 pour rattraper son chiffre d'affaires, il n'aura pas d'autres moyens. Et lui, je ne l'empêcherai pas de travailler. Mais pour autant, ça veut dire qu'il va y avoir des bouleversements, dont aussi toute législation du travail, le droit du travail, etc., qui pourraient venir. Je vous prends un exemple volontairement. Prenons le coiffeur. Celui qui écrit là, peut-être, je ne vais pas le citer, mais il a beaucoup de salariés. Peut-être que d'abord, certains de ces salariés ne vont pas vouloir accepter cette cadence qu'ils voudraient vouloir donner. Alors même que, on sent bien que des clients nombreux, pas forcément Nicolas, mais que des clients nombreux vont se presser dès lundis chez le coiffeur. Est-ce que ça changera les choses dans les droits ? C'est ça. Est-ce que ça changera ? Non, plus sérieusement, est-ce qu'on pourrait imaginer que le droit du travail soit assoupli pendant une période ou pas ?
Il y a eu un think tank, comme on dit, qui vient de sortir des propositions d'assouplissement du droit du travail qui fait hurler les syndicats. Moi, je n'ai pas à me positionner par rapport à ça. Je sais que, par exemple, le maire et le préfet, peuvent par exemple autoriser un certain nombre de jours de dimanche dans l'année, d'ouverture du dimanche. On pourrait imaginer que déjà on les utilise maintenant sans attendre Noël, et puis qu'on ait une augmentation du nombre de dimanches ouverts dans l'année. Le travail du dimanche, je sais qu'il y a des polémiques, mais le travail du dimanche, par exemple, dans le bricolage, ça permet, en travaillant le dimanche, à des lycéens de gagner 800 € par mois d'argent d'appoint pour vivre. Donc le travail du dimanche, ça a toujours été un travail sur la base du volontariat et avec un doublement du salaire. Donc pourquoi pas ? Sans que vous vous prononciez, monsieur le préfet, vous avez peut-être un moyen de mesurer, via la directe, d'éventuels droits de retrait qui aient pu être demandés durant ce mois et demi de confinement. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Je sais que ça passe par les prud'hommes, ensuite ça passe par les prud'hommes, mais est-ce que vous avez eu beaucoup de cas ou pas dans le département ? Il y a eu deux entreprises très connues, que je ne citerai pas, qui ont essayé de redémarrer et qui se sont heurtés à une opposition, à une demande de droit de retrait. Alors c'était même pas tous les salariés, c'était une centaine qui devaient redémarrer. Donc l'inspection du travail a joué son rôle de médiation et finalement dans les deux cas un accord a été trouvé et l'entreprise a pu reprendre. Mais là c'est tout le rôle de notre rôle de l'inspection du travail, c'est d'établir un dialogue entre le chef d'entreprise et les salariés de manière à ce que on puisse redémarrer. Mais la question qui vient d'arriver est une très bonne question, si vous me permettez. C'est qu'elle doit être très compliquée. Non, c'est un peu le cas, je vous reconnais. Mais finalement, lundi, est-ce vraiment le déconfinement ? Est-ce une réouverture de toutes les activités ? Alors, je parle bien économique là. C'est-à-dire, en gros, est-ce que toutes les entreprises reprennent lundi ? Je dis ça parce que d'un côté, on nous dit bien que lundi, ce n'est pas le monde d'avant qui revient. Mais dans l'entreprise, très concrètement, un salarié peut-il dire à son patron « Non, lundi, je ne me sens pas de reprendre » parce que je suis avec mes parents qui sont âgés, parce que pour plein de raisons. Est-ce que... Non, il y a, s'agissant de salariés, par exemple, qui sont en activité partielle et qui voudraient le rester, parce qu'en général, le motif invoqué, c'est qu'ils doivent garder leurs enfants. Ça, oui. Souvent. C'est vrai. Il y a trois cas. Non, mais je préfère le dire tout de suite raison. si certains de vos téléspectateurs sont concernés. S'ils gardent leur enfant parce que l'école n'est pas ouverte, il n'y a pas de problème. Ils peuvent rester en activité partielle. S'ils gardent leurs enfants parce qu'ils voulaient envoyer leur enfant à l'école et puis pour des problèmes d'organisation, mais M. Pestel a dit que ce serait rarissime, ils sont obligés de le reprendre à la maison, même ne serait-ce que pour le télétravail, l'enseignement à distance, il faut peut-être qu'un parent soit là aussi. Pas de problème, activité partielle. En revanche, si l'école est ouverte et que le parent refuse d'envoyer son enfant à l'école, s'il ne se rend pas au travail, comme ça peut être assimilé à une rupture du lien contractuel entre l'entreprise et le salarié, et donc c'est quand même assez risqué. C'est quand même donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, monsieur le directeur, le volontariat pour les parents décident, etc., etc. Là, on se dit que quelque part, s'il n'y a pas le choix, il faudra que les enfants aillent à l'école. Oui, enfin, tous les couples ne travaillent pas, oui, les deux ne travaillent pas, il y en a un qui peut rester. Bon, mais je voulais simplement le dire parce que c'est important ce que vous venez de dire, quelque chose c'est très d'important. important. Et quant au redémarrage, alors, est-ce que c'est une atténuation du confinement pendant quelques semaines avant d'arriver au déconfinement? Je le vois, par exemple, pour redémarrer la préfecture, où il y a environ 10% des agents qui travaillaient, les autres étaient en télétravail. Je ne peux pas, même si je le veux, redémarrer la préfecture le 11 mai. Il faut déjà que je fasse revenir certains salariés, il faut qu'on reconfigure les locaux, il faut qu'on distribue du gel, il faut qu'on apprenne à mettre un masque, et puis il faut se refaire à l'ambiance. Ils sont partis il y a 2 mois, et le monde d'après, c'est plus le monde d'avant. Donc voilà, je pense que j'aurai environ 30 à 40% des personnels qui seront de retour dans la semaine prochaine. Et puis après, ça va monter tout doucement.
On a redécouvert le télétravail qu'on n'arrivait pas à imposer Ouais. depuis des années. Je suis sûr qu'il va en rester quelque chose. Il y a des gens qui vont continuer à télétravailler 2, 3, 4 jours par semaine. Ça fait autant moins d'accidents de la route, ça a moins de pollution. Bon, voilà. Même si c'est pas toujours la panacée. Donc voilà, on rentre dans un autre monde, un monde à situation exceptionnelle, attitude exceptionnelle. Pour rebondir sur les questions que vous posiez à M. Pestel, on est quand même un pays qui vit de paradoxes, puisqu'on nous a quand même accusé pendant des décennies d'être un pays centralisateur qui décidait tout de Paris, voire de Pau. Aujourd'hui, on a décentralisé, délocalisé la décision au niveau de chacune des communes en faisant confiance à l'intelligence collective, évidemment, visiblement d'après les exemples que citait M. Pestel, ça marche. Eh bien, soyons-en plutôt fiers et félicitons-en-nous. Vous pensez d'ailleurs que ce qu'on vit là, ça va bouleverser durablement le fonctionnement des institutions et c'est au préfet là, qui a déjà de l'expérience dans le domaine que je m'adresse. Parce qu'en effet, cette question, en effet, on sent bien les lignes bougent, en tout cas elles veulent bouger entre l'État centralisateur et les réalités de terrain. Ouais, ben, l'État a quand même décentralisé depuis 40 ans, hein, nombre de pouvoirs aux collectivités locales. L'État a aussi, comment dirais-je, a créé un certain nombre aussi d'agences, l'ADEME, des tas d'agences. Donc voilà, donc il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur le fonctionnement de l'État. Mais je pense que le changement sera pas franchement. Le changement principal ne sera pas un changement du mode d'organisation des institutions. Soit on retourne au monde d'avant, où on fonçait droit vers la catastrophe écologique, et ce sera le monde d'avant en pire. Soit on retrouve un modèle de société et d'autres valeurs, et ce qui nous permettra peut-être d'avoir une autre philosophie de la vie. Moi, c'est plutôt ça que j'attends, plutôt qu'une énième réorganisation de l'État. Même si on en attend encore beaucoup de l'État, vous voyez, même vous attendez les textes, vous n'avez pas toute la latitude, Oui. alors que la société civile, les collectivités ont montré qu'elles étaient beaucoup plus réactives, beaucoup plus rapides, mais on attend encore beaucoup de l'État. On attend une décision, on attend un texte pour pouvoir ouvrir. Oui. Donc c'est aussi ça le paradoxe français. Oui, mais c'est un paradoxe français, vous avez raison. Mais vous aussi, vous attendez beaucoup de l'État, puisque c'est la première fois que vous venez à l'émission. Vous êtes joueur, monsieur le préfet, ce soir, vous êtes joueur. Ça. Nicolas, une dernière question, si vous le souhaitez. Et ensuite, on va prendre juste à la volée deux, trois remarques, et notamment peut-être une en rebond avec ce que vous venez de dire maintenant, mais qui est arrivé tout à l'heure, sur les déplacements, etc. N'allons pas nous retrouver face à un paradoxe. Donc, vous parliez des paradoxes. En effet, on a fait beaucoup la promotion du transport en commun ces dernières années, de l'importance que ça avait au niveau écologique, environnemental, etc. Là, ne va-t-on pas retrouver la voiture, le tout voiture, pour être seul dans sa voiture et donc, quelque part, protégé des autres? C'est un paradoxe qui éclatera, disons, de manière beaucoup plus apparente à Paris, en région parisienne, qu'à Pau. Il y a aussi un certain nombre d'utilisateurs qui ont décidé de s'acheter des deux roues. Et moi, je préférerais des développements doux. Ça fonctionne dans les grandes villes. Je suis strasbourgeois, je peux vous dire qu'à Strasbourg, on peut prendre un vélo, il y a des pistes cyclables, il n'y a aucun problème, vous pouvez parcourir 20 km en toute sécurité, et comme ça, il n'y a plus de pollution, et c'est un déplacement doux. Alors, il risque d'y avoir pendant quelques semaines, sous le coup de la peur, effectivement, cette substitution du transport collectif, de la voiture au transport collectif, ou plutôt l'inverse. Mais je pense qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui vont adopter les modes de transport doux à long terme, parce que c'est l'avenir. Même si la voiture, à terme, sera sans doute électrique. Je voulais juste revenir sur une question qu'on n'avait pas réussi à vous poser au tout début. Vous êtes passé, Eric, à un autre débat, à un autre thème. Vous avez félicité les habitants des Pyrénées-Atlantiques pour avoir relativement bien observé le confinement. Est-ce que vous avez des instruments de mesure pour l'affirmer? Est-ce que, par exemple, vous arrivez à combien de PV qui ont pu être dressés au bout de 51 jours de confinement? Et est-ce que vous le comparez, par exemple, à d'autres départements? Qu'est-ce qui nous fait dire que le confinement était bien observé ici par rapport à ailleurs?
Les observations de terrain, hein, chaque week-end, notamment prolongé, le week-end dernier, j'avais 600 gendarmes et policiers, un hélicoptère, des Zodiacs. Donc l'hélicoptère, par exemple, permet facilement de voir si les routes sont fréquentées. On avait des comptages au péage. Le fameux week-end où on a eu peur de l'afflux de touristes, il y avait 63 personnes qui sont passées au péage de la Négresse, 63 véhicules, donc c'est rien. Et puis, parce que l'être humain est fait comme il est fait, il faut aussi, bien évidemment, aussi de la répression. Donc, si je prends la gendarmerie, qui a dû effectuer, je crois, 300 000 contrôles depuis le début, le taux de verbalisation est aux alentours de 2%, ce qui est relativement faible par rapport au niveau national. Et donc, il y a eu, depuis le début, 6 à 7 000 procès-verbaux qui ont été quand même dressés, parce qu'il y en a toujours qui se croient plus malins que les autres. Juste, ça va mieux en le disant, comme on dit. On confine jusqu'au lundi. Ce week-end non plus, on ne peut pas... Parce que question de Kevin, il dit, regardez aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on voit beaucoup trop de monde dehors. Voilà, moi j'ai l'impression que ça déconfine un peu sur Pau, hein, depuis 2-3 jours. Alors c'est vrai que les commerçants reviennent aussi en ville pour préparer la réouverture. Oui, et puis il ne faut pas dire d'un côté, j'aimerais que l'activité économique redémarre, donc que les salariés reviennent dans leurs entreprises, et puis en même temps regretter que le flux d'automobiles diminue. Là maintenant ça va commencer tout doucement, mais il y aura de nouveau un demi-millier de policiers et de gendarmes mobilisés pendant ces 3 jours pour que le confinement soit respecté jusqu'au dernier jour. Je sais que c'est long, je sais que c'est pénible à supporter pour tout le monde, mais je crois qu'il faut encore faire ce dernier effort. Il ne faut pas tout gâcher dans la dernière ligne droite. Alors, je vous pose 2-3 questions en vrac. Alors attention, c'est les plus piégeuses, les plus pointues. Et Odile en a une spéciale sur la distanciation entre les canoës-kayaks, entre les kayaks en rivière. Donc vous allez voir, mais maintenant, elle ne me posera plus de questions. Attention. La pêche de loisirs, est-ce qu'elle sera possible à partir du 11 mai? Oui ou non? Oui, dans les rivières. Oui, dans les rivières. Sur les salles de loisirs, qui sont à mi-chemin entre les salles des espaces de loisirs en intérieur pour accueillir du public et des commerces, est-ce qu'eux, ils sont concernés par la réouverture et ce sont notamment des espaces, par exemple, qui pourraient accueillir de la réalité virtuelle, pour ne pas citer ceux qui doivent poser la question. Est-ce que ça, ce sont des commerces comme les autres? C'est peut-être pointu. Je ne sais pas l'activité de cette entreprise. Je ne sais pas si elle reçoit, par exemple, plus de 10 personnes à la fois. Ça peut être en effet un élément de réponse, elle ne reçoit pas. 10 personnes à la fois, non. Les questions ensuite sur les informations que vous auriez sur les rassemblements futurs, en grand nombre ou autres. Est-ce que vous avez des formes d'informations qui sembleraient pouvoir dire que dans certains territoires plus que d'autres, dans certains territoires moins que d'autres, les rassemblements à grand nombre pourraient avoir lieu plus tôt que prévu ou pas? Tous les rassemblements qui sont soumis à autorisation, c'est-à-dire que nous, on connaît, puisqu'on nous demande l'autorisation de les tenir, sont annulés jusqu'à la fin août. Ça, c'est clair. Après, on discutera au cas par cas avec les maires, mais lors de manifestations plus petites. Mais très clairement, alors qu'on déconseille aux gens de se marier, parce que bon, la fête sera un peu gâchée. Alors, moi, je leur conseillerais quand même de passer devant l'officier d'état civil, de se marier et puis de faire la fête un peu plus tard, quoi. Mais d'une manière générale, quand on peut éviter de se marier ou qu'on peut attendre 2-3 mois, c'est plutôt le conseil qui est donné. Même si ce n'est pas une obligation de retarder le mariage, parce qu'au mariage, vous ne pouvez pas être à plus de 20. C'est quand même un petit mariage. Donc si on empêche les mariages à plus de 20 ou les enterrements à plus de 20 personnes, ce n'est pas pour mettre une fête de village avec 2500 personnes. Des fois, il faut aussi être un peu logique. Sur le culte, justement, sur la pratique du culte, etc. Vous avez... Sur la pratique du culte, le Premier ministre a assoupli sa position aujourd'hui, puisqu'il pourra reprendre à compter du 29 mai. Et donc les fêtes religieuses de fin d'année. Pour la Pentecôte. Voilà, la fête de la Pentecôte pourra être célébrée. Par rapport à la question du téléspectateur, là, cette salle de réalité virtuelle, ça vaut aussi pour toutes les salles de loisirs qui ne sont pas en extérieur. On a l'impression que le distinguo, il est fait parce qu'on peut entrer dans un commerce, c'est un lieu fermé. On peut aller à l'école, à l'entreprise, ce sont des lieux fermés. Mais on ne peut pas, par exemple, pratiquer du yoga, on ne peut pas pratiquer de la gym en salle. Est-ce qu'on peut pratiquer justement du loisir virtuel, des escape games, des choses comme ça, du trampoline? En salle, on a l'impression qu'il y a un distinguo entre les activités où on transpire et les activités où on ne transpire pas.
Le gouvernement établit ce distinguo entre activité en milieu fermé et activité en plein air. Et dans les activités en plein air, entre activités collectives et activités individuelles. Il s'appuie, comme vous le savez, sur un conseil scientifique, ce que je ne suis pas, donc je peux supposer que c'était les recommandations que lui ont fait ce conseil scientifique. Monsieur le directeur, une dernière question également pour vous. On est passé apparemment rapidement peut-être sur le sujet de l'infirmerie dans les écoles, dans les collèges et peut-être futurement dans les lycées. Est-ce qu'il y a des consignes pour avoir plus de personnel, plus qualifié? Est-ce que le réaménagement dans des infirmeries est au cœur également de réflexion? Alors il y a des infirmières dans les établissements scolaires du second degré, historiquement, mais qui sont affectées sur un secteur, donc qui peuvent intervenir sur le premier degré. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Ce qui a été fait là, en tout cas, c'est notamment du fait que certaines infirmières en lycée, confère ce qu'on a dit, sont moins sollicitées, qu'elles puissent être sollicitées sur d'autres fonctions. Donc on a rétabli, mais c'est en train d'être fait là, une cartographie, si vous voulez, où chaque établissement scolaire, chaque école a une infirmière référente. Voilà. Odile, Nicolas. Non, si on peut poser toutes les questions, est-ce que le Pau FC va monter en Ligue 2? Non. Je le souhaite. Ah ben voilà déjà aussi. Alors, pas plus d'informations que nous. Ah non, j'en ai pas plus, mais moi ça me paraît probable. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. On va recevoir dans quelques instants des acteurs associatifs qui sont extrêmement impliqués également dans les questions de protection du public en danger, peut-être plus en danger, qui ont été plus en danger dans cette période de confinement inédite pour l'ensemble de la société que d'autres. On dit que ce département est peut-être là également moins touché en chiffres que peut-être d'autres territoires ou d'autres départements. Pour autant, on ne peut pas nier qu'il y a évidemment sur les violences intraconjugales, sur les risques encourus par certains, de fait, une augmentation, une montée de chaleur. Je ne fais pas référence au degré qu'il y a ici dans ce studio. Quel regard vous portez sur ce qui vient de s'écouler comme période et peut-être sur ce que ça a provoqué, induit vis-à-vis de personnes dans des cellules à difficulté familiale? Je n'ai malheureusement pas l'info selon laquelle la situation serait meilleure dans les Pyrénées-Atlantiques que dans d'autres départements. Les violences infrafamiliales ont progressé de 40%. Ah, c'est énorme. Non, oui, pardon. C'est énorme. 40%, toutes sans exception sur fond d'alcool. C'est vrai qu'on aurait pu se poser la question de l'interdiction. Oui. Mais aussi beaucoup de violences entre voisins qui ne se supportent plus. Donc ça, et on a mobilisé les associations, enfin les personnes qui vont nous succéder, la déléguée aux droits des femmes. J'ai moi-même visité une association de lutte contre les violences faites aux femmes qui a pas mal d'appartements sur Pau. Et donc il y aura un travail important. Et effectivement, dans le secret de ce confinement, je crains qu'il ne se soit pas toujours passé que de belles choses. Je peux me permettre de dire un mot sur ce sujet-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut remettre les enfants à l'école. Vous le savez probablement, l'école est un des principaux pourvoyeurs de signalements sur les violences intrafamiliales. On a continué à faire des informations préoccupantes pendant le confinement. Et voilà, c'est important que les enfants reviennent dans les écoles aussi pour ça. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir répondu à nos questions, alors sans filtre et sans énormément de préparation d'ailleurs, de façon très spontanée. Des questions, il va y en avoir d'autres. Et alors, pour celles et ceux qui ont pris l'émission en cours de route, je vous garantis que la seule vraie question, et d'ailleurs je vais vous laisser le résumer d'une phrase, monsieur le préfet, ça reste: pourra-t-on aller donc à Samadé, qui est dans le département à côté, 85 km? Pourrais-je aller voir ma famille qui est dans les Hautes-Pyrénées? Et pourrais-je aller donc à Biarritz ou me déplacer dans le département, sachant que ça fait 107 km, etc. etc. On peut reprendre cette information que vous avez donnée dès le début. Alors, vous pourrez vous déplacer dans le département 64, même si la distance est supérieure à 100 km. Et j'invite les Béarnais à passer leurs vacances dans le Béarn ou au Pays Basque. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux.